Spartak et surtout Apulée. Pendant longtemps maintenant, même Giri officiel aujourd'hui l'a reconnu en étant un berbère. Et c'est le premier qui a écrit le premier roman de l'histoire. C'est Apulée, il est berbère. Vous avez 3 papes, les berbères ont donné 3 papes, Victor Ier, Miltiade, Gélas Ier, je reviens vers lui parce qu'il y a un fait qui est en relation avec. Vous avez les pères et les docteurs d'église, Tertullien, Cyprien, mais surtout Saint-Augustin. Saint-Augustin est né à Tagaste, Soukaras aujourd'hui, et il a fait ses premières études dans sa ville natale. Ensuite, il est parti à Carthage, où il a poursuivi un master, déjà à l'époque, on appelait comme ça. Ensuite, à Rome, pour donner des cours à domicile, ça existe à l'époque, mais il était mal payé, donc il n'était pas content. Il a continué à Rome, c'est là qu'il a rencontré Ambroise de Milan, qu'il a converti et qu'il a baptisé aussi. Et ensuite, il est revenu à Hippone, Annaba aujourd'hui, Bonn à l'époque de la France, il était évêque. Et il a sillonné toute l'Afrique du Nord. Saint-Augustin, remarquez les 2 noms qui restent sous Paras. Sous Paras, apparemment, c'est les premières lettres du nom de Saint-Augustin. Sous Paras, ça peut être une relation. Au Dôme de Milan, j'ai découvert quelque chose très récemment, en mois d'août 2015. Ça, c'est le Dôme de Milan. Quelqu'un le connaît? Ouais. Vous voyez l'architecture, elle est énorme, c'est un endroit le plus visité de Milan. Et sous ce dôme a été découverte le baptistère où on pense que Augustin a été baptisé par Ambroise de Milan. Il y a une pancarte ici qui le rappelle, une autre là. Et il a été découvert celui-là lors des travaux du métro de Rome en 1961. Donc il a été jusqu'à... Donc après, bien sûr, on a continué avec les moyens de l'époque parce que l'Italie était en crise. Petit à petit, jusqu'en 2009, ils ont pu dégager tout et le rendre visitable. À partir de 2009, on pouvait rentrer et on peut bien évidemment le voir. C'est à Annaba, j'ai été une fois pour des raisons professionnelles, c'est la ville de Annaba. Vous avez aussi des restes de son église qui est là, l'église de Saint-Augustin, avec les ruines d'Hippone. Et tout au bout, c'est l'église construite par les Français en 1848, l'église de Saint-Augustin, qui l'évêque de Annaba est là-bas aujourd'hui. Ensuite, je parlais du pape Gélas Ier. Lui, il est connu, il est né à Cirta, Constantine, et il a contribué à l'époque déjà à la séparation de l'église de l'époque. C'est un des premiers qui posait les fondements de la laïcité. Et il a fixé par décret, le 14 février 595, pour fêter le martyre de Saint-Valentin, qui est devenu plus tard la Saint-Valentin. C'est vrai que certains écrits, vous les voyez sur Facebook, le Saint-Valentin a des origines berbères. Voilà. Là, on passe à l'époque vandale. Je passe une diapositive pour vous montrer quand même. C'est un peuple germanique qui est parti de la Germanie, on a traversé la péninsule ibérique, ensuite l'Afrique du Nord. Leur forme d'occupation à l'époque est connue, a donné le nom vandalisme, parce qu'ils détruisaient en partie les villes où ils passaient. Et Saint-Augustin est décédé au moment où ils sont passés, parce qu'il y a un lien ou pas, ça, les historiens n'ont pas pu le démontrer. Alors les Vandales sont restés, ils étaient vaincus et restés en Afrique du Nord. Et ça a duré un siècle. Des Byzantins. Alors Byzance, comme on l'expliquait, c'est... Constantin le Grand, en l'an 330, a fondé Constantinople, qui est devenu aujourd'hui Istanbul. Constantinople, après, par ses 2 fils, les fils de Théodose Ier, ont partagé l'ancien empire romain en empire de l'Occident et en empire de l'Orient. L'empire de l'Occident, si vous avez remarqué tout à l'heure, les Vandales sont partis de là, etc., donc ils ont contribué à son effondrement. Et s'est effondré en grande partie par le passage de l'empire par les Vandales. Et le déclin de l'empire de l'Occident a favorisé l'expansion de l'empire romain de l'Orient, qui est reparti pour reconquérir les anciens espaces occupés par l'empire romain.
ce qui a donné l'Empire byzantin. Moi je dis l'Empire byzantin, c'est Rome qui a changé de capitale. Enfin, c'est l'Empire romain qui a changé de capitale. Au lieu que ça soit Rome, est devenu Constantinople. Donc d'ailleurs, c'était à peu près les mêmes pratiques, les mêmes dieux, les mêmes traditions, etc. Donc, à nouveau, l'Afrique du Nord était occupée par Byzance. Voici quelques restes, à Tixirt cette fois. Vous avez le fort byzantin du 5e siècle. Certains de vous connaissent ces ruines. Ouais, donc il y a un mélange de ruines byzantines et ruines romanes ici. Et berbères, moi je les appelle berbéro-romanes et berbéro-byzantines. Les berbères qui ont construit quand même ça. Ça c'est le temple du génie, 3e siècle. Et en se rapprochant de lui, vous avez ça. Donc voilà, elles sont intéressantes, elles ne sont pas grandes, mais je pense que ça vaut la peine. On arrive à une époque, le 7e siècle, c'est l'époque de l'arrivée des Arabes. À la mort de Mohammed, en l'an 632, il y avait toute cette partie-là déjà qui a été conquise par les Arabes, donc, par sa tribu. Et à sa mort, il y a les fameux 4 généraux, appelés les 4 califes, qui sont partis à la conquête du reste. Donc on dit seulement en 640, 4 ans après, ils ont pu occuper toute la péninsule arabique, l'Arabie saoudite aujourd'hui, et voir Damas, ils ont pris la capitale de Damas, ils ont pris Bagdad, ils ont pris toute la région de Palestine d'Israël, ils ont pris aussi l'Égypte. Le Caire n'existait pas. L'Égypte, déjà, l'empire pharaon était déjà complètement effondré. De là, ils ont fondé, donc à partir de l'Égypte, ils ont fait un grand campement et ils sont partis à la conquête de l'Afrique du Nord. Mais ils sont confrontés à 2 personnages. Kosaïla d'abord, à sa mort, c'était Kahina. Kahina, ils n'ont pas connu la même facilité qu'ils avaient connu dans ces endroits-là, puisqu'une forte résistance menée par cette femme, qui est appelée la Kahina par les Arabes pour dire prêtresse. Ils ne comprenaient pas comment ils perdaient toutes les batailles contre elle. On ne rentre pas, bien sûr, on parle de questions, les échanges, on va revenir sur des détails importants qui ont changé le cours de toute l'histoire de l'Afrique du Nord. À sa mort, Kahina, qui a été tué, décapité, jeté dans un puits qui porte aujourd'hui son nom, près de Rishla, le Bir, il appelle Bir Kahina. Ils ont occupé toute l'Afrique du Nord. Voici sa statue près de Rishla. Je vous apprends rien, Kahina, c'est un des personnages les plus adulés de toute l'Afrique du Nord encore aujourd'hui. Et surtout pour sa résistance, pour l'amour de sa région, de sa patrie. Donc à sa mort, je dis donc, toute cette région a été occupée et c'est parti assez vite, parce que après Tarnouziad, qui est un berbère, est parti en Espagne avec son armée pour fonder ce qui est devenu par la suite l'Andalousie. Voilà. Cette époque aussi, que j'ai appelée l'époque du dynastie berbère, qui court sur une période assez longue, qui était, ces dynasties ont développé plein de choses, notamment des mathématiques, l'astrologie, l'astronomie, etc. Il y a un écrit de Gabriel Camp qui reprend, qui dit ces phrases, je lis, par réaction contre les exactions des gouverneurs arabes, notamment après l'arrivée des Banu Hilal au XIe siècle, qui ont détruit beaucoup de villes, les Berbères se rallient au kharijisme. Donc le kharaj qui veut dire en arabe faire cessation ou sortir. Le caractère relativement démocratique du kharijisme convenait particulièrement à la mentalité berbère, déjà à l'époque. Ou à quelques royaumes, juste au début de ces dynasties, les Rostmides, qui avaient comme capitale Tiarat aujourd'hui, et puis les Idrissides, qui avaient Fès comme capitale, ensuite les Fatimides, qui avaient comme capitale Taher, ensuite les Fatimides aussi, il y avait Bougie Gaïef qui s'est développé également, ils occupaient tout ça. Ce royaume est connu aussi pour avoir fondé le Caire, d'aujourd'hui. Et puis des personnages liés à cette période, Ibn Khaldoun, qui a écrit sa fameuse Muqaddimah, introduction, qui voulait faire toute l'histoire de l'humanité, mais il a fait aussi, il n'a pas réussi à la finir, mais il a fait une grande partie sur l'histoire des Berbères.
Après, donc il a écrit plein de choses, certaines ne sont pas vérifiables. Et un autre personnage aussi d'origine berbère, c'est Fernas, il est appelé en arabe Abbas ibn Fernas, qui est un humaniste, scientifique, un chimiste, mais aussi un poète, qui est d'origine berbère de cette période. Alors, quelques vestiges, il y en a plein, ça c'est à Tlemcen, reprise en 2007, bien sûr les ruines d'Al-Mansoura. Ça c'est un minaret de l'époque, vous voyez les personnes ici pour voir la taille de celui-ci, qui est assez, sont plus ou moins préservés. Alors, les Espagnols, ça n'a pas duré, mais leur arrivée ou leur tentative d'occupation a accéléré un autre fait de l'histoire. Ils ont occupé essentiellement Oran et Bougie. On a des vestiges encore qui le témoignent aujourd'hui, comme, c'est pas les périodes, c'est un peu plus tard, Santa Cruz à Oran, levé sur la baie d'Oran, Santa Cruz, en lien avec les Espagnols. Leur arrivée, je disais, le Bey d'Alger a fait appel au frère Babelous, en Éthiopie d'aujourd'hui, pour venir l'aider à faire éloigner les Espagnols. Les frères Babelous sont venus, en l'aidant, ils sont restés. Donc, ça a donné la régence d'Alger, et ça a donné en fait ce territoire, vous voyez là, qui faisait partie d'une façon presque directe de l'Empire ottoman. Et à nouveau, la Berbérie a été occupée, mais avec des détails, donc c'est pour certains des lotos qui ont été installés un peu partout. Un fait important lié à la région de Kabylie, puisque j'ai promis de focaliser un peu plus là-dessus, c'est les deux fameux royaumes de Koukou et Abbas. Donc le royaume, Tabildan Koukou et Tabildan Abbas. Alors le royaume de Koukou, je suppose qu'il est apparu en 1509 par Al-Qadir, une forte famille qui a réussi à unifier tout le Sébaou, donc le Haut-Sébaou, voire jusqu'à Tizi Ouzou, même plus loin, jusqu'à la Metidja. Et Abbas, c'était dans la Sommane et Sibdo d'aujourd'hui. Donc ces deux royaumes qui étaient tantôt aussi rivaux, comme partout à l'époque. Ils étaient indépendants. Ils n'avaient aucune relation, notamment ici, ils refusaient, ils faisaient même la guerre aux Ottomans, ils refusaient de payer les impôts dans la plupart des cas, mais ils l'ont payé très cher, puisqu'ils perdaient, la Metidja a été perdue à cette époque. Ils perdaient les terres fertiles qu'ils avaient, mais ils ont préféré garder leur liberté, leur autonomie, en restant dans les montagnes. Il y a beaucoup à dire aussi sur ce royaume, bien sûr. Voici une photo prise en 2012, le village de Koukou qui compte aujourd'hui 600 habitants, qui existe encore, avec des fortifications en haut qui datent de l'époque. C'est à Fihia, près de Fichen. Hein? Après, c'est bien Djurdjura. Les Français sont arrivés en 1830, plusieurs thèses, donc il y a des versions algériennes et des versions françaises qui sont un peu contradictoires. On reviendra si vous voulez là-dessus. La France a occupé, alors je vais aller plus vite ici, a occupé toute l'Afrique du Nord en un temps assez court. Elle a occupé Alger et tout le nord, tout l'ouest, après Abdelkader, après la défaite d'Abdelkader, ils s'est rendu, ils ont occupé cette région, mais il restait cette partie-là. Et cette partie, c'est la Kabylie, qui a à nouveau résisté, une résistance menée par une femme à nouveau, Lalla Farman-Souma, qui a fait face au maréchal Randan pendant plusieurs années, jusqu'à nouveau sa défaite en 1957, avec la bataille Charéron. Et après cela, toute l'Afrique du Nord était occupée par la France. Et la Kabylie a été occupée pour la première fois par une administration étrangère. Jamais, de tout ce que j'ai montré, ni les Romains, d'ailleurs qui les appelaient, le Djurdjura a été appelé par les Romains le Mont Ferratus, le Mont de Fer. C'est par rapport au caractère de ses habitants qui ont toujours résisté. Voici la statue de Farman Soumar, de Fizil Jana, que vous connaissez, qui a été surnommée la Jeanne d'Arc du Djurdjura par ses ennemis, par lui, Massignon, à cause de sa résistance. Une vue depuis cette statue, vous voyez, un Zontrol dont je parlais tout à l'heure, il est là.
Et puis là, une vue depuis, je vous montre, tout à l'heure, la photo a été prise vers là, à cet endroit, il est là. Et si je tourne à droite, ben, ça c'est mon village natal, à Raouch, tout à l'heure, depuis cet endroit-là. Voilà ce que les Français ont écrit avant déjà, avant 57, 1851. Oups. En 1851, on a revu les deux mondes. Dans la page 240, on lit ça. La puissance de l'individu est énorme en Kabylie, car elle est sans aucune pondération sociale. L'arabe reconnaît une loi hiérarchique, sa tribu est rangée sous un pouvoir patriarcal et même héréditaire. La Kabylie, au contraire, est radicalement démocratique à toute sommation, même à celle d'un marabouts. Le Kabyle répond « moi chef, toi chef », ce qui équivaut à notre formule nôtre, c'est-à-dire c'est les Français qui l'avaient écrit, formule égalitaire, un homme, on veut un autre. Ensuite, plus tard, quand ils sont arrivés, quand ils ont découvert cette région, le mode de fonctionnement, son organisation, dans les livres d'Anoto et de Le Tourneau, on lit ça, écrit en 1893, l'organisation politique et administrative du peuple kabyle est une des plus démocratiques et en même temps une des plus simples qui se puisse imaginer. Jamais peut-être le système de self-gouvernement n'a été mis en pratique d'une manière plus complète et plus radicale. Jamais l'administration n'a compté un nombre quasi restreint de fonctionnaires et n'a occasionné moins de dépenses à ses administrés. C'est toujours d'actualité. L'idéal du gouvernement libre et à bon marché dont nos philosophes cherchent encore la formule à travers mille utopies est une réalité depuis des siècles dans les montagnes kabyles. Les Français, qui croyaient trouver des gens complètement coupés de la civilisation, voire même sauvages, ils ont trouvé un système plus avancé en termes de démocratie que celui déjà qu'ils connaissaient. L'organisation, elle est comme ça, vous connaissez tous, ça démarre par Adlum, hein, donc c'est un ensemble de familles. Ensuite, plusieurs Lidalman, le pluriel d'Adlum constitue Taddaf. Toudrim, donc le pluriel de Taddaf, plusieurs villages constituent la H, la tribu, et ensuite plusieurs H vont constituer Takvilt, la confédération. On pense qu'il y a 11 confédérations, ou il y en a, on pense, en réalité ça se compte, et 54 H, qui existent encore les noms aujourd'hui. Donc c'est une présidence collégiale, vous l'avez compris tout à l'heure, tout le monde est chef et tout le monde est citoyen, et une structure où l'ordre parcourt d'un individu à un autre avec égalité, bien sûr une collégialité après pour quand même à un moment ou à un autre prendre des décisions tranchées. Donc c'est le mode d'organisation du village. Ici un texte. Souci de technique. Un texte écrit par une chercheuse, Cécile Perret, qui a travaillé beaucoup sur le système, le mode d'organisation de ces villages. On retrouve chez Maud Gamri, chez les autres Camille Lacoste du Jardin, des choses aussi. Les gouvernances villageoises ancestrales, hein, donc Fejna, qui est la cellule du village, Tiwizio, donc c'est des pratiques et des valeurs, donc c'est le travail collectif, l'entraide. Tiroukza, c'est une valeur aussi très importante, et pour dire une femme, on dit quoi, des fois Febergest, au féminin. Ça, c'est aussi une valeur immatérielle qui définit hein, l'homme, qui doit être, la parole, l'anaya. Ça, c'est très important. Il ne faut pas badiner, on ne badine pas avec ça. Et puis, l'intensité des liens. Bon, j'ai une feuille, on n'a pas le temps, je vais passer. Et puis, il y a aussi, donc on parlait de cette entrade, de financement de travaux. Ça peut se faire par des caisses du village, des cotisations. Il y a un certain nombre de caisses qui se retrouvent à l'étranger auprès de l'immigration. Et enfin, chaque village a son règlement intérieur qui le rend plus indépendant. J'ai trouvé un autre texte très récemment dans les bulletins officiels de l'Algérie française. Celui-ci, maintenant, ils sont de plus en plus numérisés, qui date de 1901. Il concerne la commune d'Arbil. À la page 804, on peut lire ceci sur le village. Alors, je voulais juste une partie. L'eau existe en abondance chez les Arbil. Alors c'est la même chose pour toutes les autres tribus. Hein. Ça c'est un exemple.
Indépendamment d'un grand nombre de rivières qui ne tarissent jamais et qui font mouvoir de petits moulins, la tribu possède plus de 250 sources donnant des eaux abondantes. Les indigènes ont tiré admirablement parti pour l'irrigation de nombreux jardins potagers. Le travail, c'est un élément central, ce que je voulais vous montrer ici. Aucune partie de leur territoire ne reste d'ailleurs inutilisée. Partout où le sol se prête à la culture, il ensemence le céréales. Et regardez la dernière phrase. Avant la prise de la Kabylie en 1857, la tribu des Arbil, qui faisait partie de la confédération des Zouawa, était complètement indépendante et les Turcs n'essayèrent jamais de lui faire payer l'impôt. Les Arbil ont un passé de liberté absolue. Je crois que vous l'avez compris depuis le début de mon exposé, combien les Berbères d'une façon générale et les Kabyles d'une façon particulière tiennent à leur indépendance vis-à-vis de ceux qui peuvent leur donner des ordres de l'extérieur. Alors, en parlant de l'époque coloniale, de l'époque de la colonisation française, après l'occupation 57, tout n'était pas terminé. Donc il y avait une nouvelle révolte très connue en 1871. Cette révolte appelée la révolte de Diyat Mouqran et de Mohamed Zian Ahaddad, qui est Mouqrani et Yahdad. C'était parti pour des raisons au départ, des raisons purement politiques et puis économiques, parce qu'ils perdaient, les Abbas perdaient un peu d'influence au niveau de leur terre vis-à-vis des nouveaux colons qui arrivaient. Elle a débuté plus exactement le 16 mars 1871 avec 250 000 hommes. Vous imaginez, c'était énorme la mobilisation qu'ils avaient fait. Ce Dour, il partait de marché de ce Dour à l'époque, il a fait son fameux discours, il a dit, il a pris son bâton, il a dit on va jeter les Français à la mer comme je jette mon bâton par terre. Donc elle coïncidait avec un événement parallèle à Paris, c'était, vous connaissez la Commune de Paris, les événements de Commune de Paris, une révolte aussi d'ouvriers à Paris. La France avait envoyé 100 000 soldats pour étouffer la révolte. Des conséquences, bien sûr, il y a eu une défaite de Abbas et Yahdad. C'était la séquestration, la grande séquestration des terres et la déportation en Nouvelle-Calédonie, Cayenne, en Syrie, de beaucoup de Kabyles. Et la domination vraiment concrète et totale de la Kabylie, c'était à l'époque. Ce qui a eu une conséquence, moi je pense que la plus grave, c'est la déstabilisation du système de fonctionnement kabyle. La France, après cela, en 1881, avait créé 3 départements en Algérie. Vous savez, c'était devenu l'Algérie, c'était devenu la France, un territoire sous protectorat, comme c'était le cas au Maroc ou en Tunisie. Et puis, elle a occupé tout le Sahara, également, et le Maroc en 1912. Au même moment, donc entre 1921 et 1927, au Maroc, la région du Rif, il y a eu un personnage, Abdelkrim, qui a fait une nouvelle révolte et qui a créé la République du Rif. Et la République du Rif, c'était assez intéressant de la voir de près. C'est vraiment un État, un vrai État. Il avait frappé une monnaie, il avait un drapeau, et il avait fait face à l'époque, lui, non seulement à l'Espagne, mais aussi à la France, qui essayait à chaque fois de le battre. Donc, il a réussi au final à le déstabiliser et à le pousser à la reddition pour la raison suivante. C'était les premiers essais chimiques qui ont été utilisés par l'Espagne et qui ont eu des conséquences assez graves. Et pour stopper ça, il a arrêté et s'est rendu pour cesser. Donc la France, après, elle a repris cela, en plus du territoire qu'elle avait avant. Donc 500 000 soldats ont été mobilisés contre lui à l'époque. Un autre fait, j'en ai parlé d'occupation, bien sûr l'occupation est venue de l'Europe, donc cette fois-ci la colonisation. Et c'est venu de partout, donc d'Espagne, d'Italie, principalement de la France. Et puis, en relation avec la Kabylie, il y avait, au moment de la séquestration des terres à la défaite de Mourad et de Abbas, au même moment, l'Alsace a été rattachée à l'Allemagne par le traité de Francfort en 1871, la défaite de Napoléon III. Et ce fait, les Alsaciens, ils sont partis, ceux qui étaient pro-français, ont quitté l'Alsace et se sont installés
aux alentours de la Kabylie, donc jusqu'à Constantine, où ils ont fondé plein de petits villages et de petites villes qui portent les noms alsaciens. Les voici. Ça, c'est un journaliste alsacien qui est venu une fois à une de mes conférences, qui est venu à la fin. Il m'a dit qu'il a des documents que j'ai aujourd'hui, il m'a donné, qui parlaient de toute cette époque. Et même des noms des personnes qui sont parties avec les noms de tous ces villages. Et là, j'ai trouvé des documents notamment sur Jean Dollfus, c'est un très grand industriel mulhousien, la ville où je suis, vous connaissez BMC peut-être? BMC, faisait du textile et il vendait beaucoup les boutons BMC. C'est lui, c'est son père qui était le fondateur. Et lui, après, il a repris l'entreprise. Il en a fait une près de Tizi Ouzou, à l'époque. Et au Saint-Ville, dans ce village, je vous montre une photo de ce village. Il y avait un café à la Cigogne d'Alsace, qui existe encore. Et là, c'est les ICR, enfin les Nasseria. Nasseria, quand je parle de ça, je pense à Matoub qui a passé une partie de sa jeunesse, quand son père travaillait là-bas. Et là, c'est Matoub avec le Dalai Lama, quand il a reçu son prix de la mémoire. Ensuite, il y a eu l'immigration inverse, mais cette fois-ci, c'est l'immigration économique. Dans l'Afrique du Nord, dans un premier temps, c'était la majorité des Kabyles. Vers l'Europe, c'est des migrations pour travailler dans des usines et des chantiers. Ensuite, il y avait le débarquement de provinces qui est fait à partir de l'Afrique du Nord et essentiellement d'Alger, qui a permis de libérer la Corse et de libérer l'Alsace. Et en Corse, c'est Bastia, ça c'est Ajaccio, c'est les îles, ça s'appelle les îles sanguinaires. En partant à l'intérieur, ça c'est vers Portée, vous voyez, ça ressemble un peu à la Kabylie. Hein. Là c'est Bastia, pourquoi je vous montre, en montant dans les hauteurs de Bastia, vous avez le col de Teguim, que vous connaissez. Ici vous avez un monument qui est dédié aux soldats berbères morts pour ça c'est avec un collègue, Patrice, pour la libération de la Corse. Et ce monument a été écrit dans le berbère rifin, en souvenir à ces guerriers berbères qui sont venus libérer la Corse du joug nazi. C'est l'un des rares monuments dédiés en mémoire à ces personnes qui ont libéré l'Europe d'une façon générale du joug nazi. Donc c'est un hommage, vous voyez ici c'est en tarifif, et là c'est en français, vous voyez le texte, là qui rend hommage à ces soldats morts pour la libération de la Corse. Et il a été construit en 1957. Les indépendances, je termine mon propos avec ça. Le Maroc et la Tunisie, qui a coïncidé avec leur création, notamment en 1956, l'Algérie en 1962. Et puis, là, ça sera la place au débat, hein, je ne dirai pas plus. Je résume, à partir de 62, c'est avec ça, c'est la lutte. Parce qu'elle continue, finalement, pour la reconnaissance toujours de cette culture qui a fait quand même du chemin. Ça revient de très très loin. Vous voyez, j'ai mis aussi les femmes, je montre qu'elles sont toujours à l'avant-garde de ce combat identitaire. C'est une manifeste, Tizi Ouzou en 1994, lors de la séquestration de Matoub, pour appeler à sa libération. Et puis là, c'est la diaspora, chez vous aussi au Canada ou en France, là où il y a beaucoup de berbères, on voit qu'ils participent directement à ce combat identitaire. Voilà ce qui reste du monde berbère aujourd'hui, berbérophone. C'est un éparpillement un peu partout. Hein, chez les Marocains, vous avez les Rifins, Chlo, les Amazirs, ensuite les Touaregs qui occupent un énorme territoire, mais ils sont moins nombreux, c'est assez grand. On retrouve la Kabylie, les Chaouis, et puis les Djebel Foussa en Libye, les Siwa. Vous pouvez les écouter, hein, certaines vidéos sur Internet, vous pouvez comprendre lorsqu'ils parlent de berbère de Siwa. Ce qui est assez marquant, moi, ce que je souligne, je me dis, c'est la preuve physique de l'importance de ce peuple. Vous prenez quelqu'un ici. Moi, j'étais à Marrakech et je parlais avec les gens de Kabyle, ils me comprenaient, ils parlaient en berbère. Bon, ils faisaient de l'effort, moi aussi, on se comprenait. Là, vous pouvez vous faire comprendre et vous pouvez comprendre. Vous imaginez les distances. Hein, séparation, hein, le désert, donc il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Malgré tout, le socle est le même. Ce qui démontre de l'importance de cette civilisation. Même plus, je dirais, que la civilisation égyptienne, voire même romaine. Donc, il y a eu quand même quelque chose d'énorme pour que ces gens-là gardent cette langue qui est presque commune à tout le monde. Bon, il y a des variantes, on est d'accord, mais c'est assez important. Et pour preuve, si vous savez dire Aman, qui veut dire l'eau,
et Aram qui veut dire le pain, ça se dit pareil partout, vous pouvez survivre n'importe où dans cette contrée. Vous êtes sûr de ne pas mourir de faim ni de soif. Voilà, et je termine par, par le salut, je rappelle, Azoul, hein, pour certains, on disait que Az, qui veut dire Az, approche-toi, et Oul, donc Azoul, le cœur, il n'y a pas mieux que cette salutation que ça, approche-toi de mon cœur. Le salut berbère, qui a été par Moud Mavri, grâce à Moud Mavri, il a retrouvé et bien sûr remonté chez les Touaregs, qui eux ont gardé beaucoup de mots authentiques. Comme je fais ça en France, je montre, bon d'abord la biographie, je pense que vous connaissez, hein. Celui que je recommande pour les initiés, c'est celui-là, Gabriel Comp, qui est assez complet et assez, on va dire, il a écrit d'une façon dépassionnée, c'est-à-dire il essaye d'être neutre, donc c'est assez intéressant, ça retrace. Et puis Ibn Khaldoun, il est un peu dur à lire parce qu'il y a beaucoup de noms propres. Ensuite, vous avez sur la Kabylie, l'histoire de la Kabylie est propre à la Kabylie, et puis d'autres, hein, plein. Et je recommande également ça, c'est Camille Lacoste du Jardin, qui a passé 20 ans de sa vie chez les Affichés, qui a appris le kabyle et qui a écrit sur le mode de fonctionnement. Elle s'est inspirée bien sûr des écrits notamment de Moulay de Mahamri. Et plein de livres sur l'Afrique romaine, écrits pour la plupart par des Occidentaux. Quelques personnages, je dis, je me fais ça en France, personnage d'origine kabyle, Nadine Pia, Edith Pia par sa grand-mère. Vous avez Daliboun et Gad aussi, donc Merad, Kad, Lissa Bereshti, kabyle, chauffeur. Jacques Villeray, son père aussi est kabyle. Alain Bachung, pareil, par son père, sa mère c'est une Alsacienne. Daniel Prévost, qui a découvert qu'il était kabyle en 95, son père était kabyle. Et là, je montre la célébration du Nouvel An berbère qui se fait à la mairie de Paris, il est avec Idir, il est avec Farhat, il est avec Nazir. Isabelle Ajani, qui était au chevet de Mantoug en 88, quand il était blessé. Et bien évidemment, le plus connu, je pense, surtout en France, c'est Zidane. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à...